Alors, Maître Georges Meyer, vous êtes donc avocat au cabinet Delgado, Meyer et Associés. Thierry Rochefort, vous avez travaillé à l'ANACT et aujourd'hui vous êtes universitaire, responsable du diplôme universitaire Management de la qualité de vie au travail et santé à l'IAE de Lyon. Et Corinne Privois, vous êtes présidente régionale de la Confédération française de l'encadrement CGC. Voilà, on vous écoutera tout à l'heure. Et Frédéric Faye, vous êtes DRH, directeur des achats et des moyens généraux du groupe Apicil et ce matin représentant du MEDEF. Bonjour Frédéric Faye, vous nous entendez? Très bien, bonjour à tous. Bon, alors j'explique très rapidement pourquoi vous n'êtes pas avec nous sur scène. Voilà, Frédéric Faye a attrapé le virus du Covid comme tant d'autres personnes, je crois, en ce moment. Et il a préféré effectivement rester prudent. Et voilà. Merci à vous tous, en tout cas, d'être présents ce matin pour évoquer voilà, ce thème de la qualité de vie et des conditions de vie au travail. Maître Georges Meyer, on voit que le dialogue social autour de la question de la qualité de vie du travail existe depuis finalement peu de temps. Oui, sous cette forme-là. Alors, bon, il m'a demandé d'introduire un petit peu cette table ronde. Alors, c'est peut-être un travers de juriste, mais il me semblait important, peut-être pour introduire les choses, de rappeler, de présenter les notions, de savoir de quoi on parle finalement, notamment parce que les deux notions, qu'il s'agisse du dialogue social ou de la qualité de vie au travail, ou qualité de vie et conditions de travail, sont des expressions qui peuvent parfois être valises, parfois galvaudées, ou même parfois perçues avec une forme de méfiance. Je pense en particulier au dialogue social, même si notre présence aujourd'hui ici nous fait peut-être être des convaincus de ce que le dialogue social est source de performance et d'épanouissement, il n'en demeure pas moins que dans la réalité du dialogue social dans un certain nombre d'entreprises est perçue avec difficulté, que le dialogue social dans un certain nombre d'entreprises est difficile, dur, dans tous les sens du terme. Alors, bon, classiquement, sur le dialogue social, Madame Carvar l'a dit tout à l'heure au niveau international, mais on utilise aussi finalement la définition de l'Organisation internationale du travail. C'est finalement deux choses. Le dialogue social, schématiquement, il y a plein d'approches différentes, mais dans le cadre qui nous occupe, c'est à la fois la négociation, en ce sens que c'est un processus qui va conduire à ce que des acteurs, ensemble, vont définir de la norme juridique. On va produire de la norme, c'est ça. Le premier aspect du dialogue social, c'est le dialogue social qui produit de la norme juridique. Monsieur Simon Boilly dit que chaque entreprise va avoir son code du travail. En fait, chaque entreprise va produire ses normes juridiques par la négociation productrice de normes qui va produire un résultat. Et puis, le dialogue social, c'est aussi l'échange de vues, alors au niveau gouvernemental, au niveau européen, entre partenaires sociaux et gouvernements, et puis au niveau de l'entreprise, c'est ce que peut-être plus basiquement on appelle l'information et la consultation du CSE, et dans le cadre de processus j'allais dire là, qui n'est pas de la négociation au sens premier du terme, mais plutôt des échanges. La qualité de vie au travail, c'est une notion qui est peut-être effectivement plus difficile à cerner. Bon, juridiquement, c'est un sujet de négociation obligatoire. Le législateur français a toujours aimé imposer de négocier, sans probablement se soucier de comment on négocie, mais c'est un autre débat. Et en tout cas, c'est un sujet depuis la loi Rebsamen 2015 qui est logé. Alors, on pourrait en parler longtemps, au même niveau et souvent dans la même phrase que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En fait, c'est une notion vraiment large, multiple, avec des entrées multiples. Et puis, ça a été effectivement évoqué dans l'accord national interprofessionnel de juin 2013. Au passage, je trouve intéressant de signaler que la question, les conditions de travail au sens large du terme, c'est une vraie thématique de la négociation interprofessionnelle.
l'accord de 2008 sur le stress au travail, l'accord sur le harcèlement et la lutte contre les violences au travail, l'accord de 2013 sur la qualité de vie et l'accord de décembre 2020 sur lequel on viendra puisqu'il a donné naissance à la loi du 2 août 2021. Donc je trouve que c'est intéressant, entre parenthèses aussi, d'indiquer que c'est une thématique, les conditions de travail, qui fait l'objet de beaucoup de négociations interprofessionnelles. Probablement une volonté aussi des organisations syndicales et patronales de ne pas laisser la place entière à l'État sur ce sujet. Alors, dans l'accord de 2013, on a essayé de le définir de la manière suivante. C'est un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt au travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie, la responsabilisation, l'égalité, le droit à l'erreur accordé à chacun et la reconnaissance du travail effectué. Waouh, tout ça. Ça, c'est ce que les partenaires sociaux en ont dit. Et puis ensuite, dans le Code du travail, ça se décline avec la négociation porte, présent de l'indicatif, c'est-à-dire elle doit porter sur, alors il y a la liste, la lutte contre les discriminations, l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, le régime de prévoyance des salariés à temps partiel, on se demande ce que ça vient faire là, le droit d'expression des salariés, le droit à la déconnexion, et puis la loi nous dit encore ça peut porter, donc ça doit porter, puis ça peut porter sur la prévention des effets, l'exposition au risque, et nouveauté de la loi de 2021 sur la qualité, les conditions de travail, notamment la santé, la sécurité, la prévention des risques professionnels. Donc c'est donc un thème de négociation qui renvoie un cadre souple, je reprends l'expression tout à l'heure, finalement dans lequel les négociateurs d'entreprise y mettent un peu ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, la pratique a montré que très peu d'accords appréhendent la globalité du sujet. C'est-à-dire qu'on va avoir des accords sur le droit à la déconnexion, on va avoir des accords sur la pénibilité, on va avoir des accords sur concilier vie personnelle et vie privée, mais on a assez rarement, je ne le regrette pas, je constate, assez rarement une approche globale. Et cette souplesse, finalement, c'est aussi la liberté de la négociation au niveau de l'entreprise. Autre constat qui a pu être fait, c'est que globalement, cette négociation a eu une forte orientation autour des enjeux sociétaux. Alors, c'est un boomer qui vous parle, donc j'étais très étonné, enfin pas étonné, au contraire, jeune boomer. interpellé par, et je partage ce que disait M. Simoupoli tout à l'heure sur la singularité de l'individu versus ou concilier avec la question du collectif. Mais voilà, les négociations ont beaucoup tourné autour des enjeux sociétaux, égalité professionnelle, articulation vie perso, vie privée, parentalité, droit à des connexions, télétravail. Voilà ce qu'on peut tirer comme constat. Puis peut-être, non, pardon. Si, non, mais pour conclure, là. Sur l'autre constat qui a été fait, finalement, c'est que la santé et les conditions de travail sont des thèmes qui n'ont pas été abordés de manière très, très, très importante. Christian Tudros, qui est sociologue, qui ne sais pas s'il est là, mais il interviendra cet après-midi dans une autre table ronde, a relevé récemment que sur l'ensemble des accords qui ont été conclus en 2020, il y en a à peine 5% qui ont été identifiés dans l'item conditions de travail, et encore dans cette catégorie conditions de travail, on a les accords sur la commission santé et sécurité du CSE et des accords sur le télétravail. Donc on a finalement assez peu de choses. Et donc peut-être, pour terminer sur l'évolution et l'État, peut-être dans ce contexte-là qu'en 2020, les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel ont signé un nouvel accord, alors, qui a été le fruit d'un long travail, pas le temps de développer, mais c'est toujours intéressant de se pencher sur la manière dont les textes sont discutés. L'accord national du 9 décembre 2020, alors 9 décembre, il a été signé dans la nuit du 9 au 10, l'accord du 9 décembre 2020, qui s'intitule « Pour une prévention renforcée et une nouvelle offre renouvelée en matière de santé, de travail et conditions de travail ». C'est cet accord qui vient transformer la notion de QVT, qualité de vie au travail, avec qualité de vie et des conditions de travail. Et globalement, c'est ce texte qui est venu renforcer ce qu'on appelle la prévention des risques professionnels, et une volonté de traiter la question de l'organisation du travail dans son coloration plus collective.
peut-être de faire repencher, alors je ne sais pas si c'est une lecture qui est la mienne, mais de faire repencher un petit peu la discussion qui était peut-être très individuelle ou individualiste sur la place du salarié individu dans l'entreprise, vers une coloration plus collective en appréhendant la question des conditions de travail. J'attire l'attention et je vous invite à aller lire cet accord qui a été transposé par la loi du 2 août 2021, parce que les partenaires sociaux ont voulu écrire dans l'accord une forme de méthode pour appréhender la question de la qualité de vie et la démarche QVT au travail. Et cette méthode me semble extrêmement importante et susceptible, et j'essaie de faire le lien avec la thématique dialogue social, pour l'ensemble des négociations. Et cette méthode, qui est la méthode développée par l'ANACT, chère à ma voisine, qui est de déterminer et de partager les enjeux, qui est de faire un diagnostic sur ce qu'on attend, un diagnostic sur les acteurs de l'entreprise, le management, les salariés, les représentants du personnel, les organisations syndicales, expérimenter, oser expérimenter, intégrer l'idée de la réversibilité des choses, on expérimente, on tâtonne, le droit à l'erreur dans la négociation, et puis, ce qui est essentiel aussi, faire un bilan de ce qui a été discuté, de ce qui a été négocié pour mettre en place des indicateurs et réajuster les choses. Voilà, je conclurai sur la question simplement en disant que ça pose pour moi des enjeux extrêmement importants, la question de l'articulation du dialogue social et qualité de vie au travail, qualité de vie des conditions de travail. Ça renvoie aux enjeux qui sont fondamentalement ceux du dialogue social, qui est: y a-t-il une volonté de co-construire et d'être dans une vraie négociation de compromis et pas dans de l'unilatéral descendant avec des accords pré-rédigés, la capacité de l'entreprise et de sa direction à partager les enjeux qui sont les siens, à être transparent dans la négociation, et puis la capacité des organisations syndicales à appréhender la complexité des sujets, ce qui passe par la formation, leur capacité à échanger avec les salariés dans un contexte où les ordonnances de 2017 ont fragilisé les représentants du personnel et leur capacité d'action dans l'entreprise. Merci Georges Meyer de présenter effectivement cette thématique de façon assez approfondie et avec plein de questions. Corinne Brivois, donc, pourquoi c'est important, selon vous, de parler de la qualité de vie au travail dans le dialogue social? C'est quelque chose d'omniprésent? C'est nécessairement important parce que, comme on vient de vous le dire, le chemin à parcourir est immense. Quand on voit la définition telle qu'elle a été voulue par les partenaires sociaux, on voit bien que beaucoup de choses sont à faire et qu'elles sont essentielles. Effectivement, la qualité de vie au travail, c'est un pilier du dialogue social d'abord, et puis c'est aussi un élément en fait de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est aussi, je dirais, l'occasion à la fois de discuter, de faire de la régulation entre la notion d'équilibre social et d'équilibre économique au sein de l'entreprise. Si on considère que le travail est un structurant de la personnalité, il faut se dire qu'une part de nous-mêmes se construit au travail et que cette construction, elle est d'autant plus positive qu'on a plaisir à venir travailler parce qu'on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que ça favorise, vous l'avez dit, l'épanouissement individuel. Mais il faut bien aussi comprendre qu'il existe la notion de lien de subordination. Et l'existence de ce lien de subordination qui est issu du contrat de travail, essentiellement centré sur l'économie, crée en fait une forme de déséquilibre. Et c'est à travers la qualité de vie au travail qu'on va reprendre une partie des aspects humains du travail. La qualité de vie au travail, c'est en fait se donner les outils de la réussite humaine du travail. Et puis surtout, la crise sanitaire nous a montré combien il était important aujourd'hui de s'intéresser à la qualité de vie au travail. Donc ce n'est pas simplement une opportunité.
Alors, ce n'est pas seulement une opportunité. Je dirais aussi qu'il faut s'attacher, bien sûr, à regarder les conditions de travail. Il faut questionner la QVT en faisant une analyse des conditions de travail avec une volonté de ce que j'appellerais un pari insensé. Et d'ailleurs, il est défini dans la définition que vous avez citée tout à l'heure, c'est-à-dire ce pari du bien-être au travail, c'est prendre soin aussi de la santé au travail, c'est trouver des correctifs de ce que l'on pourrait dire, faire en sorte de ne pas abîmer le salarié dans son exercice professionnel. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est une opportunité importante. C'est ce qu'on pourrait appeler un principe gagnant-gagnant. C'est aussi une voie pour innover. C'est une voie pour agir à la fois sur l'individuel et agir aussi sur le collectif du travail. Mais c'est aussi générer de la productivité et c'est créer de la performance. Et je crois qu'il faut bien comprendre que c'est la conjugaison de toutes ces notions-là qui permet effectivement de participer à la vie à la fois sociale et économique de l'entreprise. Mais il faut aussi traiter, à travers la QVT, la qualité du vie au travail, ce qu'on pourrait appeler les mots MAUX de l'entreprise. Il faut régler les problèmes d'absentéisme, de pénibilité, d'épuisement professionnel, régler les problèmes de turnover, qui sont d'ailleurs parfois dus à un manque de reconnaissance, à la fois individuelle, et puis aussi régler le problème de la fidélité à l'entreprise, parce que c'est une notion qui a évolué beaucoup ces derniers temps et encore depuis la crise. Il faut aussi, bien sûr, à travers la QVT, répondre aux attentes des salariés sur, en fait, ce juste équilibre à avoir entre ce que j'appellerais le temps de l'action consacrée à la vie professionnelle et celui qui est laissé à la vie privée. Et puis, bien sûr, il y a un certain nombre d'obligations, d'items pour réussir un accord sur la QVT. Il faut d'abord considérer que le salarié est à la fois une ressource, un vecteur de performance, mais que c'est aussi un capital à préserver et à valoriser. Il faut partir d'un diagnostic partagé. Il faut partir aussi d'une enquête anonyme sur le climat social. C'est un préalable et ça nous instruit sur beaucoup de choses. Il faut faire aussi, bien sûr, un examen approfondi de l'opérationnalité du travail. On a vu, par exemple, fleurir ce que j'appellerais des accords QVT confort. C'est-à-dire, dans ces accords, on voit des choses intéressantes qui facilitent la vie de tous les jours, c'est vrai, comme avoir un système de pressing dans l'entreprise, comme avoir un coiffeur tout prêt, ou encore des livraisons de paniers bio. Pourquoi pas ? Mais il faut bien comprendre qu'il ne faut surtout pas, dans ce cas, quand même, oublier d'aborder effectivement l'opérationnalité du travail, c'est-à-dire le travail qui s'exerce au quotidien. Et il faut parler effectivement du contenu absolument du travail. Il faut aborder ces sujets avec à la fois de la confiance. Il faut arriver à un système où on puisse dans les entreprises parler de sa charge de travail. On sait aujourd'hui que certaines personnes, et notamment dans l'encadrement, n'osent pas parler de la charge du travail. Or, c'est un sujet, ou en tout cas l'occulte, dans l'entretien individuel annuel ou encore dans l'entretien professionnel. Il faut aussi, je dirais, avoir une forme d'éthique, partager cette volonté d'éthique, c'est-à-dire en fait faire en sorte qu'on aborde ce sujet à la fois dans le cadre d'une réflexion sereine, que cette réflexion elle soit loyale et approfondie sur les situations de travail. Il faut bien sûr partir du terrain, mais aussi partir de la connaissance de terrain qu'ont les organisations syndicales et les représentants du personnel. On voit bien quand on s'intéresse au sujet et que l'on fait des constats qu'il y a des attentes. Il y a des attentes notamment sur plus d'autonomie, sur une liberté de penser et d'agir en tant que salarié,
sur un souhait de pouvoir proposer, de pouvoir innover, de développer l'intelligence collective. Il faut aussi faire attention à la communication interne. On a pu constater qu'un défaut de communication interne, ça peut engendrer un sentiment d'incapacité, ça conduit à se confronter à ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Bien sûr, un accord QVT, c'est un accord de l'entreprise précise. On ne peut pas dupliquer les accords QVT. On a vu, ce sont des pratiques qui ont eu lieu et il ne faut surtout pas partir de ça parce que forcément, on n'atteindra pas l'objectif que l'on s'est fixé. Il n'y a pas non plus, et ça je dirais que c'est essentiel et il faut le retenir, on ne peut pas avoir en fait de réussite de cette démarche si cette démarche, les dirigeants n'en sont pas eux-mêmes investis. Il faut que ce soit porté au plus haut stratégique de l'entreprise. Et puis, il faut que le dirigeant veille aussi à ce qu'il y ait une implication forte des managers et qu'enfin, on ait une organisation hiérarchique qui facilite effectivement la démarche de qualité du travail. Il faut que la QVT soit, bien sûr, intégrée systématiquement dans tous les projets de transformation et de changement. C'est essentiel. Il ne faut pas qu'on s'en préoccupe uniquement au moment de la négociation d'un accord. Il faut que ce soit une opportunité de faire de la participation collective, de la collaboration et surtout avoir une vision de la QVT qui soit transversale. On ne parle pas de la QVT une fois de temps en temps ou quand on révise l'accord, mais on devrait en parler tous les jours et avoir toujours cette notion-là en tête dans l'entreprise. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans dans un monde du travail qui est en mutation. On a connu une crise sanitaire importante qui a montré effectivement que nous avons aussi dans les emplois un problème d'attractivité. Aujourd'hui, la rémunération, on le sait, n'est plus le vecteur essentiel de l'attractivité des emplois. Donc il va falloir que les entreprises s'adaptent. Et pour s'adapter, elles vont devoir effectivement réfléchir à cette grande notion qui est celle de la qualité du travail. Il va falloir tenir compte des attentes des nouvelles générations. Elles sont différentes. En fait, les nouvelles générations attendent des avantages sociaux, comme par exemple des clubs de sport, des choses coûts humains, des voyages, des chèques déjeuner, du soutien scolaire, un droit d'absence plus important pour enfants malades si nécessaire, de la flexibilité dans les horaires, un droit réel à la déconnexion, du télétravail et bien sûr encore plein d'autres choses. Ce que je voudrais dire concernant le télétravail, il ne faut pas oublier que le télétravail il doit être choisi et expérimenté. C'est essentiel à la démarche. Parce qu'effectivement, il faut d'abord l'essayer pour voir pour soi-même comment on le vit. Alors c'est vrai, ça peut donner un sentiment de bien-être parce que cela réduit les temps de trajet, ça donne un travail plus serein, on est moins dérangé. Mais la pandémie nous a montré les limites du télétravail. Une réduction significative des relations sociales. On a vu effectivement des personnes qui avaient un sentiment d'abandon. On a vu d'autres choses sur une surveillance excessive des managers, par exemple, avec une surcharge anormale, une difficulté à avoir une absence de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Et je dirais qu'il serait très inquiétant de faire du télétravail un modèle de société. Même si, dans certains cas, certains métiers ont des attentes sur ce sujet. Pour conclure, je crois qu'il faut se souvenir que le Covid a été un révélateur de l'existant. Les attentes des salariés ont évolué. Il va falloir les entendre. Des entreprises, je le sais, sont déjà en action et je pense que l'intervenant suivant va certainement pouvoir en parler. Et qu'il va falloir résoudre ces 6 problématiques-là pour résoudre justement le problème de l'attractivité des emplois.
Merci Corinne Brivois. Frédéric Faye, qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Vous êtes totalement en phase ou est-ce que, notamment sur le télétravail, est-ce que vous êtes... comment ça se passe justement au sein de votre entreprise? Bon, d'abord, j'ai suivi attentivement ce que disait Madame Brivois et je suis parfaitement en phase avec elle puisque nous avons bien sûr mis en place une démarche depuis déjà quelques années chez Apicil, la démarche préconisée par l'ANACT pour justement avoir une entreprise plus inclusive, plus responsable et à tout niveau. C'est-à-dire que quand on met en place une démarche de QVT, nous devons absolument viser un enjeu de performance sociale, économique, mais bien sûr l'alignement entre toutes les parties prenantes. Et c'est effectivement une des conditions de réussite. Alors nous, on a l'habitude d'accompagner nos clients hein, sur nos différents métiers. Et d'ailleurs, on a une raison d'être qui est la suivante. Par une relation proche et attentionnée, nous souhaitons soutenir toutes les vies, toute la vie. Et évidemment, tout ça s'applique en interne, puisque nous accompagnons la transformation de l'entreprise en maintenant des conditions de travail de qualité. La qualité de vie au travail et les conditions de travail ne doit absolument pas être un gadget, même si, je dirais, on a tout ce qu'il faut dans l'entreprise pour pouvoir à la fois répondre, je dirais, aux attentes de toutes les générations, les nouvelles générations, vous en avez cité un certain nombre, d'aspirations, d'attentes de ces générations, mais surtout promouvoir la santé des collaborateurs par une meilleure prise en compte de leur environnement de travail. On a bien sûr été très sensibilisé par la crise sanitaire avec laquelle on a tous réagi, notamment pour accompagner toute la ligne managériale. Et c'est vrai que sans le management, qui est en première ligne pour augmenter la qualité de vie au travail, eh bien, on ne peut pas y arriver. Un salarié épanoui est un salarié qui est plus productif. Et c'est le rôle effectivement du management de motiver, d'encourager ses équipes au quotidien. Vous avez cité aussi d'autres actions sur lesquelles on est évidemment très engagé. C'est la reconnaissance et la responsabilisation à tous les niveaux, qui sont des moteurs très forts de la performance. Dès lors qu'il y a une transformation de l'entreprise, eh bien, nous devons absolument pas attendre d'avoir un accord pour mettre en place quelque chose par réaction, mais bien anticiper les nouveaux projets par l'accompagnement des collaborateurs. Et c'est vrai que en étant au fait d'une organisation du travail accompagnée, eh bien, on réduit toutes les tensions, le stress qui va, je dirais, défavoriser le bien-être et l'engagement des collaborateurs. Voilà, donc chez Apicil, on essaye évidemment de mettre en place toutes ces actions. C'est un combat tous les jours, hein, puisqu'il faut être en surveillance à tous les niveaux. Mais ce qui est très important, c'est la maturité qu'on a pu acquérir au fil des années pour engager à la fois, bien sûr, les salariés, mais les partenaires sociaux, nous aligner dans le dialogue, dans la confiance. Parce que pour être performant, pour engager justement une démarche et un dialogue autour de cette qualité de vie au travail, il est vraiment essentiel de pouvoir travailler dans la confiance, dans la transparence et jouer effectivement chacun notre rôle qui est complémentaire. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, le dialogue social et la qualité de vie au travail et les conditions de travail ont aussi un impact essentiel sur la pérennité de l'activité, l'attractivité et la rétention des talents. On vit tous la guerre des talents actuellement, quels que soient d'ailleurs les métiers. Et il est très important de pouvoir honorer vis-à-vis des candidats et qui sont des futurs embauchés, la promesse qu'on leur a faite, soit à travers les différents supports marketing qui vont valoriser l'entreprise, mais au niveau de leur intégration. Voilà, c'est ce que je voulais
dire en apportant ce témoignage, je pense, de vérité et d'incarnation de notre politique QVT et de dialogue social. Alors vous allez relever un sacré défi parce que donc, les salariés d'Apicil vont déménager, donc, je crois, en mars 2024. J'imagine que ce n'est pas seulement un changement de lieu qui vous préoccupe, mais c'est aussi du coup un changement dans les conditions de vie au travail. Comment vous avez anticipé justement ce changement? Alors c'est un gros chantier, c'est de nombreux chantiers pour préparer la mutation de l'entreprise, hein, mutation en termes d'organisation du travail, d'environnement bien sûr du travail, puisque intégrer un immeuble IGH avec bien sûr tous les aspects sécuritaires et de conditions de travail différenciés par rapport à ce que nous avons actuellement, nécessite d'accompagner par beaucoup de communication interne. Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est un des outils les plus fondamentaux avec le dialogue social pour justement sensibiliser, préparer les collaborateurs à ces nouveaux environnements. Donc nous avons mis en place sur nos sites actuels des sites pilotes qui sont le reflet très proche de l'environnement de travail que nos collaborateurs vont connaître à partir de mars 2024, puisque c'est l'échéance à laquelle on prévoit de déménager. Et évidemment, il y a un certain nombre de sujets, outre l'environnement, le mobilier et tout ce qui fait, je dirais, la cosmétique de l'environnement pour favoriser les conditions de travail. C'est aussi l'appropriation de nouvelles façons de travailler avec des technologies différentes, mais aussi évidemment la transposition de ce que nous avons commencé à expérimenter par le biais du télétravail et en instaurant le flex office. Donc tout ça, parmi d'autres aspects évidemment, sont très importants pour réussir cette mutation et cet atterrissage. Merci. Alors je me retourne vers Thierry Rochefort. Vous venez d'écouter donc l'ensemble des intervenants. Quand on a préparé ensemble votre intervention, vous m'avez dit bon, c'est très bien tout ça, il y a plein de choses qui évoluent, c'est formidable, mais attention, il faut surtout ne pas vouloir tout faire d'un coup. Précisez-moi votre pensée. Oui, alors j'aurais deux niveaux de réflexion. Alors sur la mise en place des accords, ce qui a été dit, c'est effectivement c'est extrêmement ambitieux. Et les étudiants qui sont avec moi au DU QVT, on a l'occasion effectivement d'aller voir comment ça se passe hein, dans la mise en œuvre et quelles sont les conditions de réussite. Et effectivement, première condition de réussite, c'est d'abord bien identifier les problèmes. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne peut pas dupliquer des accords et que le benchmark là peut être parfois extrêmement contre-productif. Donc d'abord bien serrer quels sont les problèmes spécifiques qui se posent à chaque entreprise et donc faire remonter par un diagnostic hein, les enjeux principaux. Ne pas vouloir tout faire parce que c'est un gage de crédibilité. On le sait très bien, hein, quand on veut tout faire, on le fait relativement mal. Quand on se concentre sur un ou deux sujets, on gagne en crédibilité. Et comme les accords QVT sont des accords annuels, hein, je pense que c'est extrêmement intéressant de gagner peu à peu en crédibilité, en apprentissage, pour pouvoir ensuite peut-être être plus ambitieux. Chaque entreprise n'a pas toujours le même niveau de maturité, n'a pas toujours le même niveau de qualité de dialogue social pour engager ces démarches. Donc moi, j'invite plutôt à être très modeste dans la démarche, mais pour être ambitieux sur le fond et dans la durée. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ça a été évoqué par notre dernier intervenant, s'appuyer aussi sur les managers. Hein, s'appuyer sur les managers, évidemment le dialogue social entre partenaires sociaux, mais mettre les managers dans la boucle parce que ce sont eux qui vont mettre en œuvre les accords, ce sont eux qui vont les appliquer, ce sont eux qui vont être en discussion avec les salariés, et donc il faut qu'ils soient absolument dans la démarche et qu'ils aient confiance dans la démarche.
Ensuite, il y a effectivement des questions de régulation qui se posent, c'est-à-dire que, et là, c'est effectivement, on peut coupler, à mon avis, les accords QVT à des accords de méthode, hein, c'est-à-dire sur cette idée de comment on progresse, comment on expérimente, et effectivement, comment on revient sur ce qui s'est passé pour garder ce qui marche et aller plus loin sur ce qu'on a envie de faire. Alors, je voudrais également dire quelque chose sur le fond de la QVT. Dans le QVT, il y a travail. Et je voudrais revenir sur cette question du travail comme un peu un invariant anthropologique sur lequel on passe sans doute trop, et revenir sur ce qu'a dit Jean-Dominique Simopouli sur l'articulation de l'individuel et du collectif. Le travail, c'est toujours 3 dimensions qui sont en équilibre. La dimension subjective, la dimension collective et la dimension objective. Alors, qu'est-ce que j'entends par dimension subjective? C'est ce que je vais appeler le travail pour soi. Le travail pour soi, c'est la singularité du travail, de nos parcours, de nos expériences, de nos âges, de ce qui nous fait lever le matin, de ce qui, en fin de journée, fait qu'on se regarde dans le miroir en étant fier de ce qu'on a fait, et puis de cette idée que le travail, vous l'avez très bien dit, est un accomplissement, et qu'il y a dans le travail, pour chaque individu, une forme de dignité. Mais ça appartient à chaque individu qui a ses ressorts personnels. Alors, c'est aussi lié, évidemment, aux interactions vie professionnelle, vie privée. On n'a pas les mêmes contraintes selon les âges. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une grande catégorie de la population qui, à la fois, élève ses enfants et aide ses parents. Et en termes de charge de travail, ce n'est pas la même chose que pour des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, prendre en compte ces dimensions subjectives du travail. Alors, on les prend en compte, mais on ne les valorise pas non plus excessivement, parce qu'il y a toujours une pathologie à valoriser une dimension. Ici, quel est le risque de valoriser excessivement la dimension subjective? C'est de ne gérer que des individus, de gérer une collection d'individus, de gérer des stars. Et on voit des managers qui disent « je n'y arrive plus, j'ai en face de moi une collection de stars et je n'arrive plus à faire face ». C'est toute la problématique aujourd'hui du télétravail où l'organisation s'adapte aux desiderata des individus. Donc on prend en compte, mais on équilibre par les 2 autres dimensions. Donc quelles sont les 2 autres dimensions? C'est la dimension collective du travail. La dimension collective, c'est ce que j'appelle aussi le travail avec les autres. Il y a le travail pour soi et il y a le travail avec les autres. Le travail avec les autres, c'est le travail dans un groupe avec des contraintes, avec des interdépendances, avec le fait qu'on apprend des autres, que se créent peu à peu des règles de métier. Ça, c'est extrêmement important. Que se créent des solidarités, que se crée un groupe professionnel, que se crée une norme de ce que Yves Clos appelle un travail bien fait. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on ne revient pas à la dimension collective du travail, on n'a pas ces éléments extrêmement importants de régulation. Mais là encore, quand je parle de la dimension collective, j'en parle sans vouloir en faire un absolu, parce qu'il y a aussi des pathologies au travail collectif. La pathologie du travail collectif, c'est une norme de groupe qui exclut les gens différents. D'accord? Donc, c'est-à-dire toutes les différences, que ce soit sexe, âge, couleur de peau, etc., qui font qu'à un moment donné, le groupe va imposer une norme et exclure systématiquement les personnes qui ne sont pas dans cette norme-là. Donc, vous voyez la difficulté de nos affaires, la complexité de nos affaires, c'est qu'on doit prendre en compte les dimensions et on doit tenter de les équilibrer. Mais là, c'est précisément le rôle du dialogue social, de dire, voilà, là, on est peut-être trop dans cette dimension, on est peut-être trop dans cette dimension, est-ce qu'on est capable de réguler? Et puis, évidemment, il y a la 3e dimension, c'est le travail objectif. On travaille pour soi, on travaille pour les autres, on travaille avec d'autres et on travaille pour les autres. C'est-à-dire qu'on produit un bien, on produit un service qui va être potentiellement évalué par des indicateurs de performance. Et donc c'est le travail pour les autres, là aussi, avec une pathologie possible. On le voit bien chez certains managers,
c'est le pilotage par les indicateurs et les résultats. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut équilibrer par le travail subjectif et le travail collectif. Donc pour moi, le dialogue social, quand on est sur les questions de qualité de vie au travail, c'est avoir le regard et la capacité d'équilibrer ces trois dimensions. D'équilibrer ces trois dimensions pour éviter les différentes dérives ou effets pervers que j'ai évoqués. Et c'est là où on voit qu'on est dans un basculement que je dirais quand même quasi historique. Parce que quand on était dans le taylorisme, on ne négociait pas l'organisation du travail. Au fond, on négociait finalement les contreparties à une organisation qui était fixée par le management et on négociait des primes de compensation. Là, on voit bien que la qualité de vie au travail, elle est nécessairement contingente avec le développement de nouvelles organisations qui sont plutôt polarisées sur la responsabilité, l'initiative, l'autonomie, et que ça suppose effectivement un regard particulier des managers et des partenaires sociaux. Donc c'est un acte de confiance, la négociation, c'est un acte de confiance pour dire au fond, l'histoire n'est pas déterministe. Et je dirais ce que dit généralement Bergson, l'avenir s'invente ensemble, il n'est pas déterminé. Voilà un petit peu les points sur lesquels je voulais mettre l'accent. Et bien c'est sur cette conclusion très philosophique que nous allons effectivement pouvoir terminer cette table ronde. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Frédéric Faye d'avoir pu participer. On voit qu'il y a encore un chantier très vaste. Merci à vous trois. On va rester sur la thématique et je vous invite à rejoindre votre place dans la salle et je vais convier à venir me rejoindre Olivier de la Clergerie, Patrick Luçon et Céline Pellet pour une séquence témoignage. Toujours donc sur cette thématique. Bienvenue à vous. Oh, vous pouvez les applaudir, hein. Ça va les encourager. Prenez place. Patrick Luçon, vous êtes responsable data DSI et vous êtes délégué syndical CFDT et élu CSE. Céline Pellet, vous êtes chef d'équipe logistique, délégué syndical CFE, CGC et élu du CSE. Et Olivier de la Clergerie, vous êtes directeur général du groupe LDLC, leader du e-commerce informatique et high-tech en France, avec près de 1000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de l'ordre de 681 millions d'euros à peu près, et 70 magasins, il y a toujours de toute manière qui ouvrent, donc ça doit être à peu près ça. On connaît un peu l'histoire, au moins sur Lyon quand même, de votre entreprise, qui est quand même maintenant très, très connue. Et on a tous un peu découvert et on a tous été très surpris par cette initiative assez extraordinaire de proposer 32 heures aux salariés sur 4 jours. Et ça fait donc depuis 18 mois que c'était en place. Quel bilan vous dressez de cette innovation ? Alors, je poserai la même question, évidemment. Oui, sur les bilans, je laisserai bien évidemment s'exprimer tout le monde, parce que le vécu est extrêmement intéressant. Je rappellerai que le plus important pour nous, avant la notion de 32 heures, c'est les 4 jours. Et c'est ça qui a été au cœur des sujets, les 32 heures n'étant qu'une conséquence de l'organisation sur les 4 jours, et notamment sur la prise en compte, parce que c'est important aussi, de la notion de pénibilité et des durées qu'on peut considérer maximum des journées de travail, et donc de cet élément-là. Donc ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué durant toute la table ronde sur le fait que quand on prend une initiative, puisque cette organisation-là a été à l'initiative de la direction, a été proposée lors de la négociation annuelle obligatoire. Donc on a mis cet aspect-là dans le cadre de la négociation, ce qui sera évoqué, ce qui a amené de la discussion, de la mise en place pour un accord, de la recherche de souplesse. Donc ça a été vraiment quelque chose qui s'est... je dirais, qui avant de prendre vie, a vécu 6 mois dans le cadre du dialogue social pour vraiment arriver à quelque chose d'abouti, compréhensible et cohérent par rapport à la volonté de la direction et compréhensible par l'ensemble des salariés. Donc pour ne pas simplement avoir une notion d'affichage 4 jours ou 32 heures, mais vraiment comprendre le sujet.
Donc voilà, donc aujourd'hui, derrière ce sujet-là, et je donnerai la parole, il y a une vraie volonté de prise en compte de la qualité de vie au travail et surtout de la qualité de vie en dehors du travail aussi, c'est-à-dire l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et si la direction est venue avec ce sujet des 4 jours, c'est parce que pour nous, bien évidemment, comparé à ce qu'ont pu vivre mes parents, par exemple, la société a beaucoup évolué. Et les défis auxquels les familles sont confrontées aujourd'hui ne sont pas les mêmes en termes d'organisation, de répartition du travail, répartition des tâches, temps disponible, temps de repos, temps d'occupation de la famille, tous ces éléments-là. Et c'est un souhait pour nous de trouver un nouvel équilibre de vie professionnel, personnel, avec bien entendu la vision que si l'équilibre de vie personnel est plus simple et meilleur, mécaniquement, ça se ressentira dans le cadre du travail. Évidemment, l'entreprise reste une entreprise, mais ça n'empêche pas de se poser ces questions sociologiques. Alors ce bien-être au travail, vous le partagez. Comment vous avez vécu finalement cette décision C'était une décision au départ qui était un peu une surprise, parce que ça nous a été annoncé lors des négociations annuelles, une bonne surprise, c'est-à-dire. Et sans réduction de salaire, hein, on est bien d'accord. Sans réduction de salaire. Il y a même une augmentation. Hein. Tout à fait. Je voudrais juste revenir un peu sur justement ce qu'on dit, ce qui a été dit lors de la table ronde, notamment sur le dialogue social et la qualité de vie au travail dans toutes les strates de l'entreprise, justement, et ce dialogue avec les managers, mais pas que les managers. Je pense qu'il faut aussi associer tout le monde dans l'entreprise, et c'est vraiment ce qui a été fait dans ce cadre-là, dans le sens où on a travaillé sur toutes les strates de l'entreprise pour que tout le monde y trouve son compte. Et que les 4 jours, ça ne soit pas juste vraiment quelque chose de conceptuel et vécu de manière forcée. Et on s'est attaché justement dans ce dialogue, et c'est pour ça que ça a duré aussi un peu longtemps, ce processus, hormis l'aspect réglementaire qui ne nous a pas forcément aidé pour passer à 4 jours de travail. Que tout le monde soit inclus et tout le monde se sente acteur en fait de ces 4 jours pour que ça soit bien vécu par les salariés. Et aujourd'hui, je pense que personne ne voudrait revenir à 5 jours par semaine, même si au départ il y avait des réfractaires, parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu justement passer à 32 heures, réduire leur temps de travail, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient s'ennuyer le 5e jour, je pense. Mais on trouve toujours quelque chose à faire. Hein. On a horreur du vide, et, que ce soit temporel ou autre. Et aujourd'hui, on ne reviendrait pas à autre chose. Et justement, parmi les réfractaires, je pense qu'il y avait des salariés qui pensaient que, bon, on affiche 32 heures, mais en fait, il va falloir quand même travailler beaucoup plus, y compris chez soi, parce qu'il y a un volume de travail qu'il faut suivre, et donc des exigences de toute manière qu'il faut respecter. Ça a été un peu votre crainte au départ ? Alors pour moi, par rapport, je suis vraiment sur la plateforme logistique, les gens étaient sur un roulement 8h, 7h, 6h. C'est vrai que les derniers, le jeudi, vendredi qui faisaient 6h, faire 8h, ils étaient un peu contre. Ils pensaient qu'ils allaient carburer. Finalement, en fait, la charge de travail sur 8 heures, sur 4 jours, pour les gens qui travaillent, ça ne s'est pas vu. C'était transparent. Et aujourd'hui, non, ils ne reviendraient pas en arrière. Même s'ils veulent, ils ne reviendraient pas sur 5 jours. Et ils sont plutôt contents. La direction leur a fait choisir certains jours off. Donc, je trouvais ça très, très bien. Ils leur ont demandé leur avis. Il y en a qui ont des week-ends de 3 jours. Et ils sont contents. Donc voilà, la charge de travail, elle se fait dans la journée, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de faire cravacher les gens ou n'importe, ils sont là et ça le fait. Et vous, justement, personnellement, comment vous avez apprécié cette initiative par rapport à votre équilibre de vie professionnelle, vie personnelle? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, j'ai tous mes mercredis avec mes enfants. Et ça, c'est un bonheur. Ça fait une journée en plus avec eux et je les vois grandir. Puis c'est bien. Personnellement, moi, ça me va. Donc voilà. Et vous? On parlait un peu de la crainte, et je pense qu'au niveau des cadres qui sont au forfait jour, c'était une vraie crainte de se dire on travaillait 5 jours, comment on va pouvoir faire notre travail en 4 jours?
Et, parce qu'on a une mission, on va faire notre mission, comment ça va être possible? J'en ai qui sont venus vers moi, qui m'ont dit non mais c'est pas possible, on va pas pouvoir faire 4 jours, c'est pas possible. Et beaucoup, c'était le sujet. Et finalement, ils sont recentrés sur leur activité principale et pas sur leur activité qu'on pourrait caractériser de superflue, mais vraiment sur leur principale activité. Et aujourd'hui, ils sont peut-être mieux organisés, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ils viennent me voir en me disant c'est bien les 4 jours. Et ils ne reviendraient pas en arrière. Et je pense que on n'a pas la productivité n'a pas baissé. On fait le même travail en 4 jours, finalement, que 5, sans augmenter une amplitude horaire non plus. Et vous, justement, à titre personnel, comment vous profitez de cette journée À titre personnel, je suis en jour off le vendredi. C'est pareil, mon épouse aussi ne travaille pas le vendredi après-midi, donc je vais passer l'après-midi avec elle, on va chercher les enfants. On va faire nos formalités administratives ce jour-là sans avoir à stresser parce qu'on n'est pas à l'heure à la poste le soir en partant, ce genre de choses. Et tout un petit stress quotidien qui a été enlevé, qui fait vraiment un soulagement. Olivier, vous aussi, vous en profitez, j'imagine. Alors mon jour off, c'est le mardi. J'en profite peut-être un tout petit peu différemment parce qu'il y a des moments donnés, j'ai des contraintes calendaires qui font que je peux malheureusement pas toujours éviter de faire quelque chose le mardi. Mais je m'impose en tout cas, j'ai imposé déjà le fait que mon calendrier n'est pas ouvert le mardi, donc c'est un jour qui est orienté vers ma vie personnelle à la base. Et c'est vraiment lorsqu'il y a des urgences très très fortes qu'à ce moment-là, je me rends bien évidemment disponible. Mais comme l'ensemble des collaborateurs, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas me l'appliquer à moi-même. Ce jour-là est tourné en priorité vers ma vie personnelle plutôt que ma vie professionnelle, parce que même si je ne suis pas salarié, malgré tout, comme tout le monde, je reste un être humain et donc j'ai les mêmes aspirations. Tout à l'heure, vous avez fait allusion justement à des problèmes que vous avez pu rencontrer sur le plan réglementaire, justement pour mettre en place cette initiative. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, quand vous essayez de mettre des carrés dans des ronds, ça pose toujours quelques petits soucis, en tout cas de prime abord, c'est-à-dire que ça pose des inquiétudes. Finalement, il y a assez peu de problématiques réglementaires lorsqu'on creuse. On avait 2 sujets principaux, c'était de savoir effectivement si le fait de travailler aux 4 jours par rapport à une organisation de 5 jours pouvait poser des difficultés particulières. Absolument pas, c'est une organisation sur le temps de travail comme un planning, donc ça ne pose pas de souci. Ça a nécessité quelques adaptations un peu techniques que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur l'accord des 4 jours, puisqu'il est bien évidemment publié, notamment sur le traitement des forfaits jours, puisqu'on a une organisation spécifique pour arriver à coller le fonctionnement à la fois réglementaire des forfaits jours et des 4 jours, pour ne pas cumuler un ensemble de choses. Je ne vais pas rentrer sur les aspects très techniques sur ce sujet-là. Et le deuxième sujet, ça a été un sujet soulevé par les salariés qui étaient inquiets par rapport aux retraites, et savoir si le fait de travailler 32 heures, si le fait de jouer sur ces éléments-là allait avoir un impact sur les retraites, mais ce qui n'est pas le cas puisque c'est considéré comme un temps plein, donc ça ne joue pas sur les éléments. Donc il n'y a pas de sujet, mais en tout cas, on a dû défricher ces sujets-là, qui ne sont pas forcément très bien explicités parce que pas défrichés, pas connus jusqu'à présent. Donc ça nécessite du temps, de la recherche réglementaire, juridique, pour s'assurer qu'on ne crée pas d'effet de bord sur ces différents sujets. Mais une fois que ces sujets sont traités, je dirais que le reste est finalement plutôt simple. Pour autant qu'on choisit effectivement de mettre en œuvre le dialogue social, ce qui a été fait même au niveau de l'accord, puisque notre accord, il est caractérisé par deux niveaux. Il y a vraiment ce qui est dans l'accord et qui est quelque chose qui est vraiment la colonne vertébrale. Donc c'est un accord finalement assez simple et qui délègue un certain nombre de choses au CSE en termes d'organisation quotidienne, pour permettre justement de s'adapter en fait à la vie de l'entreprise sans avoir à constamment remettre l'accord sur la table. Donc il y a vraiment des niveaux pour permettre à la fois la proximité
extrêmement rapides avec le CSE et des niveaux très structurants qui ont été faits dans le cadre de l'accord. Et c'est un petit peu cette recherche-là qui a été longue, mais qui était nécessaire pour un fonctionnement finalement très fluide. Et cet accord, il est définitivement inscrit dans le marbre, ou est-ce qu'en cas de mauvaise conjoncture, vous seriez éventuellement prêt à rediscuter et à revenir sur la semaine des 5 jours? Je vais donner la phrase qui a été dite à l'ensemble des partenaires sociaux, ils pourront bien sûr réagir, c'est que l'accord est à durée indéterminée, c'est-à-dire que nous ne souhaitions pas, au niveau de la direction d'un accord à durée déterminée, nous ne souhaitions pas faire une avancée sociale avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, et lorsque nous avons dit cela, nous avons dit, et ils témoigneront, je les laisserai témoigner là-dessus, que nous souhaitions un accord à durée indéterminée et que nous faisions confiance au dialogue social pour se remettre autour de la table si nous rencontrions des difficultés. Oui, l'accord est bien sûr à durée indéterminée. Il n'y a pas de date de fin ni quoi que ce soit. Bien sûr, et comme tout accord, on peut revenir dessus, on peut renégocier. En mieux, d'autres choses, pour passer la semaine de 3 jours peut-être, mais... C'est pas une simple expérience. Non, c'est pas figé dans le temps et c'est pas une simple expérience, tout à fait. Vous voulez... Non, pour le moment, il n'y a pas de... Voilà. D'accord. D'autres points que vous souhaitez aborder pour justement témoigner? Il y a donc dans la salle des partenaires sociaux, des DRH. Est-ce que votre modèle, il peut être dupliqué? Je pense qu'il peut être dupliqué partout. Aujourd'hui, pourquoi pas? Faut juste trouver l'adapter à chaque entreprise. Et j'ai entendu tout à l'heure, chaque entreprise doit faire ses accords, mais c'est bien ça. On ne peut pas prendre à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Il faut l'adapter à la situation de l'entreprise, à son travail, à sa façon de voir les choses. Mais pourquoi pas? Nous, on l'a adapté à un système, à une production logistique qui travaille aujourd'hui, qui est ouverte 5 jours par semaine avec des équipes, etc. Ça fonctionne. Pourquoi pas le mettre sur une chaîne de travail? Pourquoi pas dans l'administratif de partout? Je pense que c'est envisageable partout. Pour vous aussi? C'est envisageable, oui. Ah, oui. Olivier? Je répondrai d'un point de vue de l'entreprise. Lorsque nous avons mis en place l'accord de 4 jours, nous marchions un petit peu dans l'inconnu. Donc, la première étape a été de le mettre en place pour la société groupe LDLC. C'est-à-dire que l'ensemble des filiales du groupe ne bénéficiaient pas à ce moment-là la semaine des 4 jours. Parce que nous avions certaines craintes aussi, notamment dans le cadre des boutiques. Nous avons beaucoup de boutiques où il y a seulement 3 personnes au sein d'une boutique. Il faut ouvrir 5 jours par semaine, 3 personnes, 4 jours de travail. Il y a des équations qui ne se résolvent pas comme ça. Et finalement, avec le temps et l'expérience des 4 jours au sein du groupe, nous avons étendu les 4 jours à l'ensemble des filiales du groupe, en tout cas celles qui n'y sont pas passées sont en démarche d'y passer. Donc maintenant, ça veut dire que l'intégralité des métiers du groupe, des fonctions, des typologies d'activités vont passer aux 4 jours. On est à 98% qui sont passés aux 4 jours. Il reste vraiment des typologies très spécifiques. Mais il n'y a rien d'impossible. Nous avons dû trouver pour chaque entité des cas un petit peu particuliers. Je vais prendre les boutiques. Bien évidemment, ça nous a obligés à embaucher parce que l'organisation ne permettait pas, sur aussi peu de monde, d'arriver à absorber les temps d'ouverture. Mais en fait, on a passé les boutiques de 3 personnes à 4 personnes, mais maintenant, on arrive à ouvrir 6 jours par semaine au lieu de 5. Donc, avec bien une discussion, des accords sur les plannings, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui montre que si on réfléchit, si on se laisse le temps de la réflexion, et en adaptant à chaque situation, on arrive à trouver des solutions en gardant finalement le socle du cadre de l'accord que nous avions signé à l'origine. Et c'est là où on se rend compte l'intérêt d'avoir un accord simple, mais qui laisse aussi la possibilité de gérer les aspects très très opérationnels directement au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, j'ai la conviction que ça peut être appliqué dans toutes les entreprises. Pour autant, j'ai la conviction que ça doit être individuel. C'est-à-dire que c'est vraiment par le cadre d'un accord. Je ne crois pas aux 4 jours par le biais d'une loi.
qui serait trop général et qui ne pourrait pas permettre de véritablement utiliser le dialogue social, le terrain, la connaissance des métiers, l'opérationnel, pour adapter cette organisation et faire qu'elle soit vraiment viable dans chaque entreprise. Ça doit être choisi et pas imposé. D'accord. Alors là, je me tourne vers notre marraine, Anouché. Qu'est-ce que vous pensez de cette aventure lyonnaise qui commence à faire effectivement des petits, parce que j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait déjà des sociétés qui s'inspiraient. On est interrogé régulièrement pour partager notre expérience et venir au soutien de sociétés qui ont envie de passer le cap. Merci beaucoup pour me donner la parole. Effectivement, c'est extrêmement instructif ce que vous présentez là. Cela montre d'une part que les acquis sociaux peuvent être des progrès, pas toujours une stagnation ou une défense d'acquis précédents. Le fait que le dialogue social puisse aussi faire la part des choses entre un accord simple, facile à interpréter et le CSE pour la mise en œuvre me paraît très fécond. Et je retiens aussi que les salariés comme l'employeur ont le souci de la performance économique de l'entreprise en tête. Et pour cela, effectivement, l'épanouissement des salariés, c'est une chose, mais aussi le fait de pouvoir aussi revenir, la réversibilité d'un accord qui est bien ancré à durée indéterminée, mais qui peut être revu en cas de coup de bourre, comme on dit, mais aussi pour évoluer. Vous avez parlé de la semaine de 3 jours, tout le monde a ri dans la salle, mais après, peut-être que hier, si on avait parlé avant votre accord, il y a 18 mois, on parlait de la semaine de 4 jours, on aurait eu la même réaction. Donc l'avenir est quand même très ouvert et il y a de l'optimisme dans ce qu'on entend dans ce témoignage. Merci. Jean-Dominique, vous voulez réagir aussi ? Non, mais bon, moi je suis très intéressé par à la fois la démarche qui a été la vôtre, le résultat que vous mettez en valeur les uns les autres. Moi, ce qui me semble intéressant à noter, c'est que en fait, on s'aperçoit qu'en matière d'organisation du travail, il n'y a rien qui est complètement figé et qu'il y a une volonté d'avancer. Alors, il faut tenir compte des particularités des différentes entreprises, des différents métiers. Vous avez finalement trouvé un modèle économique qui vous permet d'ouvrir plus longtemps vos boutiques, ce qui était sans doute un de vos objectifs, le faire en donnant des avancées sociales pour les salariés. Et j'aurais tendance à vouloir vous interroger, monsieur le directeur général, sur, en matière économique, quelles sont les priorités qui étaient les vôtres au moment où vous avez réfléchi cette organisation du travail. La priorité, c'était le bien-être au travail, véritablement. C'est-à-dire que l'entreprise, lorsqu'elle est venue et qu'elle a mis cet enjeu sur la table des négociations annuelles, pour l'entreprise, il y avait un coût économique. C'est-à-dire que l'entreprise était prête à payer pour mettre cet aspect en jeu. C'est-à-dire que pour nous, ça rentrait dans une équation plus large que la simple équation de la masse salariale, mais dans une équation liée à ce que j'aime appeler l'actif social, qui n'est pas valorisé au bilan des entreprises, puisque lorsqu'on parle financier, dans les entreprises et lorsqu'on parle des salariés, on ne voit que la masse salariale, alors qu'en fait aujourd'hui, derrière le mot marque employeur et tous ces éléments-là, il y a une conscience aiguë que les collaborateurs représentent un actif qui est compliqué à mettre en œuvre, je veux dire à construire, qu'il faut entretenir comme n'importe quel actif, et sans que ce soit péjoratif ce que je dis, mais dans le fait que c'est une valeur pour l'entreprise. Et donc, lorsque nous sommes venus mettre ce projet sur la table, nous avions, si on devait ramener ça à une notion d'actif, la volonté d'investir dans notre actif social, et nous étions prêts à mettre de l'argent sur la table pour cet investissement. Parce que nous avions conscience que, étant donné que c'est un actif, si cet actif est géré
correctement, avec attention, en prenant en compte les desiderata et les attentes, eh bien, mécaniquement, ça a de la valeur sur le long terme pour l'entreprise. Ça a de la valeur sur l'absentéisme, ça a de la valeur sur le turnover, ça a de la valeur sur l'embauche, ça a de la valeur sur l'engagement, tous ces éléments qui créent une valeur économique pour l'entreprise, même si, comme je l'ai dit, elles ne sont pas valorisées financièrement de manière assez classique. Donc c'est une démarche forte de la part de l'employeur, et la base première, même si on a ce fonds en tête, bien entendu, puisqu'on n'est pas les demi des intérêts économiques de l'entreprise, mais la première démarche, c'était de se poser la question de comment valoriser notre actif social pour que celui-ci bénéficie de la vie économique de l'entreprise, d'avancées sociales, et qu'on soit finalement en phase avec les valeurs de l'entreprise, qui sont des valeurs de bien-être, de solidarité extrêmement importantes. Et alors, ma deuxième question, si vous me permettez, mais ça c'est plus pour les élus du CSE, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez, dans la construction de l'accord, considéré qu'il y avait des dispositions qui étaient du ressort du CSE. Alors quelles sont ces dispositions et quel a été le rôle du CSE dans la mise en œuvre de cet accord et dans sa construction? Les dispositions qui sont du rôle du CSE, c'est l'organisation de sur chaque établissement et chaque service. Le CSE a un regard sur l'organisation de chaque service, parce que chaque service peut trouver une organisation différente dans la semaine de 4 jours. Il y en a qui ont des jours fixes, il y en a qui ont des jours qui tournent selon les semaines avec d'autres, etc. Toute cette organisation de travail, il y a des services aussi où il y a un jour où on peut pas être off. Parce que l'activité demande le lundi, dans ce service-là, d'avoir plus de disponibilité. Et toute cette organisation qui est vraiment du bas de l'échelle de l'entreprise, alors j'aime pas employer ce terme parce que c'est le bas de l'échelle, c'est un peu plus oratif, mais plus, voilà, merci Olivier, proche du terrain, c'est au regard du CSE. Le CSE a un droit de regard dessus et un droit de conseil aussi, surtout, je pense, auprès des managers, auprès de tout le monde. C'est une sorte de co-construction, quoi, en fait. C'est ça, et c'est ce qui fait que justement on a un accord simple et que le reste c'est l'organisation de l'entreprise et du terrain. Céline, vous voulez compléter? Pour la partie, nous sur la logistique à SQ, vraiment sur Saint-Quentin, tout le monde en fait a eu le droit à un week-end de 3 jours toutes les 2 semaines. Donc on n'a pas pu donner des fixes toutes les semaines, mais on a un week-end de 3 jours toutes les 2 semaines et un jour dans la semaine pour l'autre semaine. Et on a 33% d'absentéisme par jour, ce qui équilibre en fait la charge. Et on a pu aussi favoriser les mamans, les papas, en donnant les mercredis aussi qui sautaient. Absentéisme, c'est pas de l'absentéisme. Avec les off, pardon. C'est jour off. Je tiens à signaler qu'il y a eu aussi beaucoup d'éléments positifs, notamment des éléments induits sur l'égalité homme-femme, puisque on le sait, on le constate, hein, c'est factuel que beaucoup des 80% étaient demandés par des femmes plus que par des hommes, et aujourd'hui ces postes à 80% sont revenus à 100%, donc un salaire plein sur 4 jours. Et surtout, pour moi, il y a une avancée sociale derrière, c'est que la difficulté des personnes qui demandaient à être aux 80%, c'est que comme elles n'étaient pas dans le mode de fonctionnement normal de l'entreprise, les gens avaient du mal à accepter qu'elles soient à 80% et les solliciter les jours où elles ne travaillaient pas. Donc c'était extrêmement compliqué pour ces personnes-là de véritablement exercer leurs 80% malgré la diminution de salaire. Aujourd'hui, le fait d'avoir passé l'intégralité des collaborateurs sur ce rythme-là a complètement noyé cet usage-là, a permis à tout le monde de retrouver un salaire équivalent et donc a fait avancer indirectement aussi l'égalité homme-femme. Juste pour compléter sur la partie CSE, tous les ans, on re-questionne aussi tous les salariés et on repasse s'il y a des changements au niveau du CSE pour valider tout ça. Et c'est remis en cause tous les ans, quel jour off, l'organisation de chaque service. Et on se rend compte que avec le temps, en fait,
ça devient de plus en plus souple dans les services et de moins en moins rigide. Au départ, ce qui était un peu rigide, parce qu'on n'avait pas connaissance de comment ça allait se passer, et notamment sur des jours imposés ou pas, et ben plus ça va, plus c'est libre, parce qu'on se rend compte que c'est bénéfique. Alors, pardonnez-moi, mais moi je trouve que c'est passionnant, tout ça, on pourrait y passer la journée. Mais j'avais une dernière question peut-être. La dernière. Hein. Oui, la dernière, promis. Est-ce que ça a eu des effets positifs sur le syndicalisme ou sur le regard que portent les salariés sur les élus du CSE? C'est pas facile comme question, hein, ça. Je ne sais pas si y a une différence. Après, on a un dialogue qui est instauré déjà depuis des années, depuis toujours, j'ai envie de dire. Et chez nous, c'est normal dans notre entreprise, ce dialogue-là. Donc après, que ça soit sur une semaine de 4 jours, sur du télétravail ou sur d'autres sujets, on a un dialogue permanent. Et les salariés le savent et viennent nous voir naturellement. Ou viennent voir la direction même naturellement. Mais c'est un échange permanent et du coup, oui, je pense que le regard a changé parce que c'est des accords qui sont structurants et donc qui impliquent beaucoup de travail en amont, mais pas plus que ça. En fait. Merci beaucoup à vous trois, Céline Pellet, Patrick Luçon et Olivier de la Clergerie, d'avoir témoigné.